Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. Au printemps 45, il ne reste plus qu'un territoire à conquérir, l'île d'Okinawa. L'ultime rempart du Japon, sa dernière ligne de défense. Les soldats américains craignent le pire. On est le 1er avril 1945, dimanche de Pâques. 3 divisions de marine et 4 d'infanterie prennent pied sur les plages de Hakushi. Surprise, ils ne déclenchent aucun tir ennemi. Pas de réaction côté japonais. La tension retombe peu à peu chez les 180 000 hommes. Au fur et à mesure que les patrouilles avancent, elles découvrent le vide devant elles. Les Américains s'inquiètent de ce calme apparent. Quelle chose trappe leur préparent les Japonais? 120 000 soldats nippons ne sont nulle part. C'est du ciel que va surgir la terreur. Des centaines d'avions suicides commencent à s'écraser l'un après l'autre sur la flotte américaine. Les Japonais les appellent kamikazes, le vent divin. En quelques heures, la supériorité maritime américaine paraît brusquement remise en cause. À bord d'un destroyer, une caméra embarquée saisit l'instant où un kamikaze s'écrase sur le pont du porte-avions Bunker Hill. Tous ces kamikazes pensent qu'ils deviendront des dieux s'ils s'acquittent avec courage de leur mission. Près de 2000 pilotes vont sacrifier volontairement leur vie à Okinawa en se jetant sur l'US Navy pour retarder la défaite. Une fois de plus, les Américains ne comprennent pas leur adversaire. Ils croyaient la guerre gagnée. Voici que tout est remis en question par les actes de désespoir de fanatiques, par le code d'honneur du Bushido. C'est le moral des Américains qui est visé par les kamikazes, une opinion publique d'autant plus inquiète qu'elle vient de perdre son président. Rien n'avait filtré de l'état de santé de Roosevelt. Washington lui fait d'imposantes obsèques. L'Amérique prend brutalement conscience du vide causé par la disparition de l'homme qui conduisait la guerre. Roosevelt était au pouvoir depuis 12 ans. Le vice-président, son successeur, aura-t-il assez d'expérience? Saura-t-il venir à bout de ces hommes que la mort n'arrête pas? Saura-t-il mener cette guerre à bonne fin? Trois semaines plus tard, l'Allemagne capitule. Les soldats américains qui fêtent la victoire à Paris n'en ont pas fini pour autant. Beaucoup apprennent sans enthousiasme qu'ils vont bientôt être transférés vers le Pacifique. À Okinawa, le mauvais temps retarde l'offensive. Les marines ont subi 17 jours de pluie ininterrompue. La boue s'accroche partout. Elle s'infiltre dans les armes, les blessures, les aliments. La progression est contrariée. Le Japon, asphyxié par le blocus économique, est encore plus mal en point. L'aviation embarquée détruit les entrepôts, les usines, les moyens de communication, tout ce qui peut ravitailler le pays.
La chasse japonaise n'a plus depuis longtemps les moyens de s'opposer à l'incursion des avions américains. Des raids de 1500 bombardiers sont lancés contre les grandes villes. Il y aura 90 000 morts à Tokyo. Ces massacres ne servent à rien. Ceux qui conduisent le pays ne veulent toujours pas entendre parler de capitulation. Les Japonais nient leur défaite. Ils refusent d'abandonner Okinawa pour retarder le plus longtemps possible l'assaut sur Tokyo. Ils ont attiré les Américains au sud de l'île, vers leur position défensive. Là, ils résistent, invisibles, retranchés sous terre. Il faut enlever les grottes à la grenade, une à une. La majorité des combattants préfèrent le sacrifice à la capture. Leur désir de mourir en héros les rend terriblement dangereux. On retrouve les armes à la main des enfants qui n'ont pas 12 ans. Certains civils sont parvenus à se réfugier dans des grottes. L'armée japonaise a refusé de les évacuer, ils sont devenus leurs boucliers. Les Japonais n'ont jamais montré d'égard pour les habitants d'Okinawa, citoyens de seconde zone à leurs yeux. Il y avait 500 000 civils à Okinawa. Plus de 100 000 vont mourir à la suite des combats. Les autres sont retrouvés dans des états sanitaires effroyables, blessés, mutilés, frappés de dysenterie ou de tuberculose, gravement sous-alimentés aussi, en raison du blocus américain. En juillet 1945, Winston Churchill, Harry Truman, le nouveau président américain, et Joseph Staline se réunissent à Potsdam, dans la banlieue de Berlin. Ils viennent s'entretenir du sort de l'Allemagne qui a capitulé, mais aussi du Japon qui résiste. Staline se prépare à déclarer la guerre à Tokyo. Les conseillers militaires américains sont pessimistes. Ils annoncent au moins 500 000 victimes pour conquérir le Japon. Un ultimatum est adressé aux Japonais, qui ne prendront pas la peine d'y répondre. Avant de quitter la conférence, Truman laisse entendre à Staline que l'Amérique vient de mettre au point une arme nouvelle. Quelques jours plus tôt, le 16 juillet, à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, on a hissé en haut d'une tour une bombe au plutonium baptisée Trinity. Les savants ont assisté dans le plus grand secret à la première explosion atomique. On confectionne 2 nouvelles bombes baptisées Little Boy et Fat Man. Le 6 août 1945, le B-29 Enola Gay décolle de l'île de Tinian en direction du Japon, à 10 000 mètres au-dessus d'Hiroshima. Il largue sa bombe à uranium. Il y a 70 000 morts et autant de blessés. 3 jours plus tard, à Nagasaki, 80 000 habitants sont tués par l'autre bombe. Le 10 août 1945, à Tokyo, l'empereur annonce au peuple japonais qu'il accepte les conditions fixées à Potsdam. Le Mikado refuse de suivre les chefs militaires qui envisagent de lutter jusqu'à l'apocalypse. Il propose la paix aux Alliés.
Le 15, l'empereur s'adresse à nouveau au pays pour lui demander de supporter l'insupportable et de cesser toute résistance. Ses sujets entendent, pour la première fois dans l'histoire du Japon, un empereur muet depuis la nuit des temps. Des dizaines de responsables de l'armée se suicident. Six mois plus tard, à Hiroshima, un caméraman américain d'origine japonaise est en mission. Il a été chargé d'enregistrer pour l'armée et les scientifiques les effets du bombardement. En s'éloignant du point zéro, où il ne reste rien, il filme minutieusement les faubourgs, l'effet du souffle sur les constructions, les ponts, les véhicules dans différents quartiers. Il filme aussi les survivants de ces zones éloignées dont beaucoup vont mourir peu à peu sous l'effet des radiations. Il filme enfin des centaines de grands brûlés. Le 29 août, le général MacArthur débarque à Tokyo. Truman lui a remis des pouvoirs illimités pour diriger le pays. Les Japonais seront chargés d'exécuter ses ordres. Pour la première fois, une armée étrangère occupe le sol national. Le 2 septembre 1945, en baie de Tokyo, sur le cuirassé Missouri, MacArthur parraine la cérémonie de reddition inconditionnelle de l'Empire du Soleil Levant. Le ministre japonais des Affaires étrangères et le général Umezu signent l'acte officiel. Aux côtés de tous les généraux alliés, Leclerc signera à son tour. La France libre avait déclaré la guerre au Japon dès l'attaque de Pearl Harbor. La Deuxième Guerre mondiale s'achevait à cet instant. Elle avait éclaté le 3 septembre 1939 en Pologne et se terminait au Japon 6 ans plus tard, jour pour jour, après avoir fait 50 millions de morts.